sur la détention de ces produits, de ces matières premières, on va dire commoditisées, si vous voulez, il y a un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt peut être négatif et il peut être positif. Il a été en gros positif jusqu'en 2005. Et depuis 2005, à cours constant, mutatis mutandis, toutes choses égales par ailleurs, globalement, si vous détenez des matières premières, ça dépend lesquelles, il faut regarder matières premières, ça vous coûte de l'argent tous les mois. Ça, il faut le savoir. Il y a un portage négatif. Donc, vous pouvez très bien avoir le cours du pétrole qui monte et votre produit financier qui ne s'apprécie pas, tout simplement parce que ce portage négatif impacte la valorisation de votre bien. Ça, on ne le dira pas toujours, hein, parce que c'est ce qu'est le produit. Donc, je vous incite à la prudence. Mais il est évident que si le cours du pétrole s'envole, vous gagnerez de toute façon. Vous gagnerez probablement moins que ce qui est affiché. Et en réalité, le grand paradoxe, c'est que les investisseurs, hors initiés si vous voulez, au début du cycle aussi des matières premières, quasiment personne ne s'y intéressait. C'était des marchés qui étaient des territoires quasiment vierges. Moi j'ai commencé en 1999, j'étais un des seuls à considérer ces produits en tant qu'investissement. Aujourd'hui tout le monde en parle, tout le monde en fait, mais en réalité le marché s'est, on va dire, considérablement arbitré. Et si vous aviez acheté un panier de matières premières, donc les fameuses 40 valeurs dont je vous parle, en 2005, période à laquelle on a commencé à parler des matières premières, en réalité vous n'auriez pas gagné grand-chose. On va peut-être voir le graphe. Donc tout l'enjeu, c'est d'être informé à la fois des outils et des fondamentaux. Donc ça, c'est, si vous aviez, vous voyez, fin 2005 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien la volatilité. On voit bien la bulle des matières premières en 2007-2008. On voit l'effondrement des cours, il faut quand même avoir le moral, ce sont des produits volatiles, hein, en 2008. Après, les banques centrales arrivent, inondent le marché de cash, ça repart. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, alors même que dans la presse spécialisée, dans la presse généraliste, on parle des matières premières à tout bout de champ, un portefeuille, un panier complètement diversifié, en réalité, vous aurez rapporté proche de zéro. Alors, dans le même temps, vous allez me dire, parce que vous suivez les marchés, que le CAC a perdu à peu près 35%. Donc là, vous n'avez pas perdu au moins. Donc c'est peut-être ça le grand intérêt des matières premières, c'est de parfois savoir mettre quelques billes pour perdre moins qu'ailleurs. Maintenant, aujourd'hui, en termes de perspective, et je ne vais pas pouvoir s'étendre malheureusement beaucoup, est-ce qu'il faut encore acheter ces matières premières? Vous avez vu la performance qu'il y a eu. Est-ce qu'on peut imaginer que de telles performances se déclinent à l'infini, ou en tout cas durablement, sur les matières premières en général, ou sur certains secteurs? Comme vous avez vu, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait s'intéresser à l'agriculture. Comme on l'a vu, ça a beaucoup moins monté que le reste. Les métaux industriels restent finalement relativement abordables. Peut-être qu'il faut moins regarder le pétrole ou l'or. On va en parler tout à l'heure. Alors, comment faire votre décision? Lorsque vous verrez vos intermédiaires financiers préférés, ils vous donneront finalement 4 bonnes raisons d'acheter des matières premières, qui peuvent être valides. Je ne pense pas qu'on aboutira nécessairement à une conclusion aujourd'hui. Les 4 raisons d'acheter des matières premières, c'est une protection contre l'inflation, évidemment, puisque si l'inflation augmente, elles en font partie, et donc vous êtes couvert au moins en partie contre le risque inflationniste. C'est un des arguments principaux de la hausse de l'or depuis de nombreuses années. Vous avez la dynamique du dollar. Hein. Le dollar, finalement, depuis 1998, depuis 15 ans, a eu tendance à baisser. Pour autant, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire encore que le dollar baisse? Non, je ne crois pas. Donc c'est un argument qui ne joue plus vraiment. On peut même dire que l'euro pourrait s'effondrer. Auquel cas, les matières premières étant libellées pour l'essentiel en dollars, naturellement, elles en subiront le coup. Hein. Si le dollar monte, les matières premières baissent, ça, il faut le comprendre, et réciproquement. Troisième argument, c'est la recherche de diversification, de décorrélation. Jusqu'à une période relativement récente, les matières premières, indiscutablement, ont permis aux investisseurs qui en mettaient dans leur portefeuille d'augmenter le rendement moyen du portefeuille tout en diminuant le risque. Mais ça n'est plus vrai depuis quelques années. Aujourd'hui, les matières premières sont largement corrélées, ce sont des actifs à risque comme les autres. C'est-à-dire que vous verrez, amusez-vous à regarder au jour le jour, c'est parfois fascinant si ce n'est très inquiétant. Vous voyez le CAC qui va prendre 1%, le pétrole plus 1, le gaz naturel plus 1, le soja plus 1. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, il faut comprendre que les actifs ont une logique complètement matricielle. Ce ne sont pas des Jérôme Kerviel qui spéculent dans leur coin, ce sont des ordinateurs qui sont reliés tous les uns aux autres, et qui, dès qu'un truc bouge, font bouger les autres, si vous voulez, dans une espèce de balai infernal, où tout bouge à peu près en même temps. Et la vraie question, c'est de savoir si vous voulez des actifs à risque ou pas des actifs à risque.
Et de ce point de vue-là, l'or est un peu le chaînon manquant entre les actifs à risque et les actifs plus ou moins pas à risque. Alors je sais pas aujourd'hui s'il y a vraiment des actifs qui sont pas risqués, même les obligations d'État, je vous dis, il faut vraiment avoir le moral. Hein. Mais c'est un autre débat, on reviendra. Non, pas sur celui-là. Voilà, donc toujours est-il que le troisième argument, qui est l'argument de la diversification, de la décorrélation ne joue plus vraiment. Et il nous reste les fondamentaux. Hein, les fondamentaux sont plutôt bons, on va le voir. Mais je crois qu'aujourd'hui, objectivement, avant qu'on parle des fondamentaux très rapidement, ce qui soutient essentiellement les cours des matières premières, qui, sur l'année, hein, font à peu près zéro. Hein, vous voyez, c'est très variable. On a des performances à plus 30 pour le gaz, mais qui étaient à moins 35 il y a 4 mois, donc ça joue vite. Là encore, ce sont des marchés qui ne sont pas faits pour les cardiaques nécessairement. On a des matières premières qui perdent, le café perd 36%, vous voyez, depuis le début de l'année, c'est très variable. Le pétrole fait à peu près zéro, l'or fait plus 10, comme d'habitude, c'est presque... Pas combien de temps ça durera, mais bon. Peut-être pas tant que ça, en fait. Les perspectives, Stéphane, mais 3 minutes. Voilà. On va très vite, puis on en reparlera si vous avez des questions après. Le vrai argument qui peut vous faire acheter des matières premières, c'est de savoir si vous croyez que les banques centrales vont continuer à inonder le système de cash. Moi, je crois probablement. Parce que c'est pas tellement qu'elles veuillent, mais je peur que sinon le système implose. Et donc ça, naturellement, ça soutiendra particulièrement les cours des métaux précieux, mais de toutes les matières premières. De là à dire, si vous voulez, qu'il faut se gaver de matières premières aujourd'hui, je ne crois pas, je vais vous expliquer davantage pourquoi. Parce que c'est bien gentil de dire que les Chinois vont consommer toujours plus, que ce soit de l'agriculture, que ce soit du pétrole, que ce soit des métaux. En réalité, certes, la demande, elle croît tendanciellement. J'ai envie de dire, c'est presque une tautologie, parce que la population mondiale augmente. Mais ce qu'il y a, c'est que l'offre, progressivement, s'adapte. Et les marchés financiers, les marchés commodities, pardon, c'est essentiellement une recherche permanente de l'équilibre entre l'offre et la demande, avec un ajustement de stock. Et on voit aujourd'hui, contrairement à des idées reçues, que l'offre commence vraiment à arriver sur le marché. Hein. On en reparlera sur le pétrole tout à l'heure, mais la capacité de production augmente, et progressivement, on voit l'offre qui suit au moins la demande. On peut tout à fait imaginer des situations de suroffre dans les années à venir, contrairement à ce que vous pouvez lire à droite ou à gauche. Donc le résultat de la suroffre? Le résultat de la suroffre, c'est que on est probablement en réalité dans un marché en fin de cycle. Il y a quelque chose d'absolument fascinant sur les matières premières, c'est quasiment un coucou suisse. On va peut-être, Hervé, tu vas nous montrer le graphe à titre indicatif. Sur les marchés de matières premières, vous avez des cycles de 15 ans. Et c'est tous les 30 ans. C'est absolument magnifique, vous allez voir. Et on va finir là-dessus, pour vous montrer qu'il faut rester prudent aujourd'hui. Ce sera mon mot de la fin. Hervé, tu pourras mettre le graphe sur les cycles. Donc, depuis un siècle, vous avez eu 4 cycles haussiers. Un de 1906 à 1922, qui dure 16 ans. Puis après, baisse jusqu'en 1933. Ensuite, de 33 à 48, hausse tendancielle, pour guerre, déflation, enfin, inflation, etc. Donc ce cycle dure 15 ans. Ensuite, de 48 à 68, baisse continue. De 68 à 82, crise pétrolière, inflation, etc. Gros cycle haussier qui dure 14 ans. Ensuite, grosse période de baisse, on l'a oublié ça, mais entre 82 et 98, il ne fallait pas avoir de matières premières. Hein. Ceux qui ont eu de l'or à l'époque s'en souviennent. Hein. Je vous rappelle que l'or valait 250 $, il n'y a pas si longtemps. Et depuis, le cycle actuel a commencé, et ce sera le mot de la fin, et je reste dans les temps, en 1998. Donc si vous partez du principe que ça dure 15 ans, et ça s'explique très bien, hein, pour les raisons que je vous ai dit, d'ajustement progressif de l'offre à la demande, qui est bien plus rapide qu'on le pense, même s'il se fait sur 15 ans. Et bien si vous faites 1998 plus 15, vous avez petit à quoi 2013. Alors gardez-le en perspective. On est probablement à la fin du cycle haussier, ce qui ne veut absolument pas dire, je passe la parole à Georges, que ça va s'effondrer. Je pense qu'on va rentrer dans une phase de plateau probablement, avec beaucoup plus de trading, et il faudra faire beaucoup plus attention aux fondamentaux de chaque matière première, plutôt que d'acheter bêtement des paniers, d'avoir une exposition pour l'exposition. À un moment donné, autant avoir des actions, si c'est pour jouer des actifs à risque, c'est plus liquide. Donc pas investir sur de Delta One, c'est-à-dire en suivi de panier pur dur, mais plutôt travailler sur du trading. Ça va devenir non pertinent, parce que ça vous coûte en portage, c'est-à-dire que même si ça ne monte pas, vous perdez. Et ça, à un moment donné, imaginez, vous avez des obligations déjà, qui vous donnent des taux d'intérêt négatifs. C'est des obligations suisses, ça vous coûte de l'argent. Mais ça, c'est déjà le cas sur les matières premières depuis quelques années. Donc, sauf à travailler de façon plus dynamique. Voilà. Et Georges va vous expliquer comment travailler de manière dynamique, parce qu'à l'avenir, seuls les gens qui ont une lecture, je dirais pas tant technique que dynamique, des matières premières, ce sont les seuls qui gagneront.
Avec une approche des fondamentaux. Oui, bien sûr. Merci, merci Stéphane de ce brillant exposé. Mais, si vous vous souvenez de sa première phrase introductive, la question était, vont-ils monter? Au départ, il dit oui, puis ensuite il dit non. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Si vous analysez bien tout ce qu'il vient de dire, et c'est un expert, il fait ça depuis fort longtemps, j'ai commencé avec le site. Vous remarquerez que ce soit des analyses financières, actions, de change, et là en l'occurrence de matières premières, il n'y a que d'incertitude. Alors vous me direz, c'est une tautologie ce que je dis. C'est ce que Chloé Coursager a dit, le Delta One. Avec Kerviel, vous avez appris tous ce que c'était que le Delta One. Le Delta One, dans notre jargon, c'est l'engagement ferme. Vous achetez une quantité à un prix, point barre. Si le prix monte, vous gagnez. Si le prix baisse, vous baissez. Ça s'appelle le commerce de base. Produit dérivé ferme. L'engagement ferme, Delta One. Peut-il y avoir justement dans un monde d'incertitude qui vient de nous décrire, qui est permanent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des instruments de gestion de ce risque qui fait que même si on a raison, peut-on gagner malgré tout, et si on a tort, peut-on gagner malgré tout. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle dans notre jargon du backtrading. Eh bien, nous allons introduire ces fameux produits dérivés, qui sont tant stigmatisés, bien évidemment, puisque c'est le diable, c'est l'horreur économique, comme disait Madame Forrester à une certaine époque, l'horreur économique. D'ailleurs, on ne sait plus ce qu'elle est devenue. Elle a dû gagner tellement d'argent sur ce livre qu'elle le gagne sur le marché. Les marchés sont les diables absolus, cocktail diabolique. Mais si les marchés financiers et leurs produits dérivés n'étaient pas là, comment financerait-on les 38 ans de pertes publiques, déficit public, mais disons perte publique, c'est peut-être moins marketing, pour boucher le trou, si les marchés n'avaient pas été là. Ces marchés tant conspués. Donc là, Stéphane vient nous parler de façon experte des matières premières et de toutes les classes d'actifs, l'énergie, les soft commodities, mais toujours dans une logique Delta One, c'est-à-dire on achète si on pense que ça va monter et on vend si on pense que ça va baisser. Tout le monde croit que c'est très facile, les gens qui se sont exercés au prop trading de cette façon-là, certains avec succès. Donc comment gérer l'incertitude? Eh bien, en ayant des instruments d'accompagnement qu'on va appeler de type assurantiel, dynamique, mais que l'on va suivre en permanence. En d'autres termes, pas de pilote automatique. Prenons un exemple. Beaucoup de gens s'imaginent « Ah, super, j'ai découvert les options », qui justement sont des produits dérivés qui ne sont pas Delta One, mais qui sont à Delta, je dirais, à engagement conditionnel. Le fameux « si ». C'est-à-dire que si ça marche, on le fait. Si ça ne marche pas, on l'abandonne, ou on le revend en tant que tel. Depuis 1973, vous avez Myron Scholes et Fisher Black, qui n'est plus de ce monde, qui ont justement valorisé ces fameuses options. Les premières options qui ont été listées, qui ont été traitées sur les marchés, c'était donc à Chicago. Et depuis, on en a eu sur toutes les classes d'actifs. D'accord? Donc, l'option, le produit dérivé conditionnel, va permettre finalement de pérenniser une gestion Delta One, c'est-à-dire une gestion classique, ce qu'on appelle l'analyse financière sur les actions, durablement, tout en profitant finalement des fameuses vagues. Stéphane de la Serre nous a donné l'exemple que si vous aviez investi sur le pétrole en 98, au bout de 15 ans, mais finalement, vous n'auriez pas gagné grand-chose. Mais vous avez vu sur les graphiques les différentes vagues. Donc les différentes vagues, comment faire pour en profiter tout en préservant finalement ce portefeuille originel. Et c'est en ça que les produits dérivés vont être une gestion finalement additionnelle d'une gestion classique. Et c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Parce que souvent, évidemment, les produits dérivés, tout ça, c'est l'horreur, des produits de spéculation. À la limite, tout produit est produit de spéculation. Quand vous achetez une voiture, vous avez un produit de spéculation. Et en plus, vous êtes dans le mauvais sens. Puisqu'à la limite, il vaut mieux être vendeur de bagnole, il vaut mieux être short, comme on dit dans le jargon, qu'acheteur. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a des voitures.
mais ce qui prouve que l'utilité économique que les gens ressortent doit être malgré tout supérieure au manque de rationalité de l'avoir acheté. Sinon, les gens n'en achèteraient pas s'ils étaient rationnels. Donc, c'est en ça qu'on se rend compte finalement que les marchés sont très humains, contrairement à ce qu'on veut bien le dire, c'est-à-dire totalement irrationnels. Et donc, les produits dérivés vont permettre de gérer cette irrationalité humaine. Sans être une martingale. Sans être une martingale, absolument. Parce que là aussi, moi je me méfie toujours des gens qui vont vous dire « Oui, on a trouvé un super modèle, machin truc. » Vous savez, les fameuses black box, les boîtes noires, qui d'ailleurs sont vendues de façon structurée par les banques. Parce que si les banquiers vous disaient dans les produits structurés, c'est rempli d'options, de digital, de one touch, de no touch, mais les gens fuiraient. Et pourtant, ils en font. Prenons l'exemple de Dexia avec la collectivité locale. Tout le monde savait de bonne foi ce qu'il y avait à l'intérieur. Aujourd'hui, tout le monde joue les pucelles ou les vierges effarouchées. Mais arrêtons le délire. Les produits qui avaient été baqués sur le franc suisse ou je ne sais quoi, mais tout le monde le savait, tout était écrit. Il y a même des directives aujourd'hui qui s'appellent les directives MIF, qui permettent effectivement de façon légale de voir que ces règles existent. Mais qui prend l'effort de lire ces fameuses réglementations MIF? En général, personne. Vous savez, ça me rappelle la Constitution européenne. Qui avait lu la Constitution européenne? Personne. Les produits dérivés. Alors, les produits dérivés, mais tout ça c'est dans la même lignée. Donc, les produits dérivés, en gestion des risques, il va falloir tout le temps en faire. Alors, quand je dis tout le temps, c'est en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment, des gens très célèbres, d'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir quand ils étaient chez l'ADS, ils disaient l'euro-dollar, il était allé à 1,60, mais pour les Allemands aussi. Ça leur permettait, malgré tout, d'avoir un solde du commerce extérieur positif. Donc ça veut dire que le risque de change était en permanence géré. Mais quand vous avez des experts de Delta One qui vous disent « Mais non, jamais l'euro-dollar n'ira au-delà d'1,35 », et donc, à la limite, qu'on ne couvre plus. Mais sauf que ça, on ne le dit pas à la télé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en tenant le volant, vous devez faire vos produits dérivés. En d'autres termes, si vous ne savez pas le faire, abstenez-vous, et particulièrement sur les options. Ce qui veut dire qu'il va falloir apprendre cette gestion complémentaire et additive qui permet de préserver, je dirais, de faire une gestion durable. Hein, c'est un mot à la mode, pérenne, durable. D'ailleurs, c'est ce qu'on devrait dire. L'une des conditions des développements durables, c'est de transmettre des actifs plutôt que des dettes. Mais ce n'est jamais vu sous cet angle-là. Parce qu'on va dire, ce monsieur-là, il ne pense qu'à l'argent. Ce qui est quand même une condition préalable de la pérennité. Et une pérennité de gestion, c'est faire en sorte de préserver le fameux sous-jacent, c'est-à-dire le Delta One, accompagné des produits dérivés qui permettent, in fine, de préserver un package. De même, prenons l'exemple sur l'immobilier, ce qu'on appelle les ventes par appartement. Bien, les ventes par appartement, c'est comme si sur ce Delta One, on achetait, on vendait, on faisait du trading sur les appartements. La gestion accompagnatrice de produits dérivés permet de préserver justement notre portefeuille ou obligataire ou de matières premières ou d'immobilier et de le gérer sur le produit dérivé. Alors certains vont aussi attaquer sur les CDS, les dérivés de crédit. Eh bien, les dérivés de crédit ne sont pas là pour enfoncer les banques, mais au contraire pour prévenir la baisse, je dirais, de signature de certains crédits, en prenant des positions inverses. Et c'est ça que souvent... Alors, maintenant, là où le bas blesse? Ben, là où le bas blesse, c'est, je dirais, l'arrogance humaine. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il y a des gens, à partir du moment où ils commencent à devenir spécialistes de ce genre de gestion, ils s'imaginent avoir trouvé le nirvana ou la pierre philosophale. Et j'ose dire qu'il faut, là, avoir déjà une capacité à accepter les contre-pouvoirs, ce qui dans la culture française n'est pas évident, puisqu'on est très dans une culture pyramidale dans notre pays en termes de structuration mentale. Deuxièmement, savoir en permanence se remettre en cause. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'une certaine façon, éviter la martingale. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que quand on trouve une méthode de gestion, eh bien, il faut se dire en permanence quand est-ce qu'elle ne va plus marcher. Dans nos discussions préalables avec Stéphane Delasserre, c'est ce qu'on se disait. Avec énormément d'expérience, et je dirais que la gestion doit être faite par des vieux pots et par des bons vins. Moi, je suis originaire d'une région de vin. Hein, et je peux vous dire que c'est vraiment ça. Les grands produits, les grands mécanismes, on a plus de 3 minutes. Alors, le grand mécanisme des produits dérivés.
en particulier conditionnels, puisque finalement on se rend compte que c'est les matières premières, vous allez investir sur des dérivés fermes, c'est-à-dire sur des marchés à terme. Donc vous pourrez les couvrir avec des options qui vous permettront de rester finalement, de gagner de l'argent même si vous ne vous étiez pas couvert, et d'être couvert à la baisse des cours grâce finalement à ce mécanisme optionnel. Vous savez, ça prendrait des heures et des heures, d'ailleurs je dirais ce sont des dizaines d'heures de cours. D'ailleurs je vois dans la salle quelques-uns de mes étudiants. Je ne sais pas si Romain Brouillet de New York est venu, mais il devait être là, mais j'espère qu'il viendra tout à l'heure. Il faut bien comprendre une chose, que toute cette gestion-là nécessite un professionnalisme, de la rigueur, du suivi, de l'audit, et je dirais des sanctions. Parce que le gros problème, vous voyez, Kerviel et des gens comme ça, s'ils avaient su à l'avance qu'ils pouvaient avoir 30 ans de prison, mais ferme, hein, sans rigoler, parce qu'on n'est pas là pour jouer. Mais je peux vous dire que les apprentis délinquants, il faut appeler un chat, ou racaille. Hein. Notre ancien président parlait de racaille, effectivement, à col blanc. Eh bien, je peux vous dire que ça calmerait quelques-uns. Et Georges, pour les particuliers, alors, c'est quoi les produits dérivés? Alors, les produits dérivés peuvent faire des CFD, peuvent faire des options. Aujourd'hui, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sur Internet, vous avez des plateformes, des brokers en ligne, vous pouvez faire tous les produits. Mais moi, j'ose dire que si vous commencez à faire ça, de grâce, apprenez préalablement. C'est ce qui est écrit noir sur blanc sur les directives MIF, qu'en général personne ne lit, sauf ceux qui ont eu le courage de les lire. Ça, c'est extrêmement important. Ayez l'humilité d'apprendre tous les mécanismes à fond, à fond, à fond, à fond. Et commencer avec un faible effet de levier, si vous voulez mon avis. Voilà. On prend l'exemple du platine? Absolument. Ah, on n'a plus de lumière. Alors, Stéphane, les fondamentaux du platine. Non, on a essayé de dégager avec Georges quelques exemples de matières premières qui pourraient être des thèmes d'investissement pour les années à venir. Comme vous l'avez compris, moi je serais plutôt avocat d'une certaine prudence après 15 ans de hausse, pour les raisons que je vous ai évoquées, cycliques et autres. Ceci étant, il y a certains thèmes qui objectivement demeurent intéressants. Par exemple le platine, qui est probablement encore aujourd'hui un des rares produits qui ait un véritable intérêt en tant qu'investissement, pour différentes raisons, fondamentales, techniques et autres. Alors là, si vous voyez ce graphe, je ne sais pas si vous le voyez très très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le platine, c'est 30 fois plus rare que l'or. Donc s'il y avait un métal précieux sur Terre, c'est lui. Les diamants sont 10 000 fois plus rares que l'or, mais c'est plus compliqué d'investir sur le diamant. Le platine, vous pouvez investir, il y a des marchés, et traditionnellement, ça vaut pas, bizarrement, ça vaut pas 30 fois plus cher que l'or, ça devrait quelque part. Parce que pourquoi ça vaut pas 30 fois plus cher que l'or? Parce que ça reste encore assimilé, c'est un métal qui est essentiellement utilisé encore à des fins industrielles, à la différence de l'or. Et il est moins connu tout simplement, les gens n'ont pas forcément réalisé que sa rareté était telle. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, historiquement, le platine n'a quasiment jamais traité en cours en dessous du cours de l'or. Si vous regardez depuis, là on a depuis 1986, je crois. Comme vous voyez le vert, là, c'est en haut le premier graphe du haut, vous voyez, c'est simplement le différentiel de cours. Donc vous voyez que en 2008, lors de la bulle des matières premières, enfin la bulle, on va dire l'envolée un peu lyrique, le platine valait 2 fois et plus cher que l'or. Par la suite, il est revenu à peu près à parité, hein, début 2009. Et maintenant, étrangement, il s'est installé en dessous. Et ça s'explique en fait assez bien. C'est qu'en fait, pour la plupart des gens, le platine, c'est une sorte de proxy, si vous me permettez cet anglicisme, de l'investissement automobile. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à l'automobile, vous n'allez pas acheter du platine, puisque en fait 50% du platine est utilisé pour des pots catalytiques. Et 5% seulement du platine est utilisé à des fins d'investissement. Alors que sur l'or, c'est pas loin de 50% aujourd'hui. Donc, l'investisseur malin, probablement, qui aurait acheté de l'or depuis quelques années, pourrait, et j'en reviens à pour rebondir sur ce que disait Georges, pourrait dégager une sorte d'option gratuite en prenant un peu de profit sur son or, qu'il a acheté entre 250 et 1500, mettons, et réinvestir une partie de ses profits sur le platine, ce qui dégagerait quasiment une sorte d'option gratuite le jour où il y aura des problèmes en Afrique du Sud, qui représente 80% de la production mondiale. Il y a eu des problèmes récemment en Afrique du Sud. S'il y a de graves problèmes en Afrique du Sud, il n'y a plus de platine.
le cours s'envole. Quand je dis s'envole, c'est lyrique. Donc on n'en est pas là, et c'est pas que je souhaite des troubles en Afrique du Sud, mais franchement, de toutes les matières premières, moi c'est celle que je préfère. Peut-être pas aujourd'hui, parce qu'il est clair que... Enfin, faut quand même croire aussi que l'industrie automobile va repartir à un moment donné. C'est quand même assez... Sur les fondamentaux de l'Afrique du Sud, il y a beaucoup d'actualités là depuis 3-4 mois. Justement, c'est là où les fondamentaux viennent jouer un rôle très important pour les investisseurs, parce que ça permet d'anticiper sur les marchés. Qu'est-ce que vous feriez, Georges, sur le platine? Toujours pareil, on ferait une politique de gestion optionnelle liée à son incertitude. Concrètement? Concrètement, il se met long, parce que de toute façon, la plupart des investisseurs se mettent acheteurs de façon permanente et structurelle. Et la gestion additionnelle optionnelle permettrait justement de gérer les vagues, tout en restant investi. C'est ça la technique de gestion avec des produits dérivés conditionnels, c'est-à-dire optionnels en l'occurrence. C'est que finalement, vous êtes là pour rester investi pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, s'il le faut. Par exemple, les papiers d'État, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, l'État a le droit depuis 1991 de gérer cela sur des produits dérivés, comme aux États-Unis, comme fait la Fed régulièrement. Mais en général, ça ne se dit pas. Il faut savoir aussi, messieurs, dames, quel est le plus gros optionneur de France en tant que corporate et entreprise. Et c'est la grande entreprise publique qui s'appelle EDF, Électricité de France. La deuxième étant EADS, ex-aérospatiale. Il faut quand même savoir ça. Et ils font ça depuis 1983, bientôt 30 ans. Mais tout ça est fait en catimini. Il faut savoir d'ailleurs, pour la petite histoire, qu'il y avait eu un licenciement d'un ancien trésorier de la salle des marchés d'EDF qui avait été défendu par la CGT. Je ne suis pas là pour polémiquer, mais c'est quand même assez amusant et croustillant comme anecdote. Tout ça pour revenir pour le platine, où il y a justement des dérivés à la fois fermes, le marché à terme, et conditionnels optionnels. À partir du moment où il ne sait pas lui-même, in fine, où vont les cours, ce qui est le principe même des marchés, tant qu'on est dans une logique d'incertitude, il y a de la gestion optionnelle à faire. Encore faut-il ne pas lâcher le volant. Là, je ne me suis pas exprimé. Les gens, souvent, quand ils font des options, ils ont l'impression de faire la même chose que des marchés à terme. Et souvent, quand on vous vend des varants, qui sont des options longues, on les compare par rapport aux sous-jacents, c'est-à-dire au marché terme, au marché ferme. Eh bien, il faut bien comprendre qu'une option ne doit pas être gérée du tout de la même façon qu'un marché à terme. Prenons un exemple idiot, c'est-à-dire que vous prenez une voiture, vous êtes dans une route de montagne, vous roulez à 20 km/h, vous allez dire, je roule lentement, donc il n'y a pas de risque. Vous lâchez le volant, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous lâchez le volant, même à 10 km/h, c'est-à-dire lentement. Vous n'avez qu'une option, une voiture. Eh bien, si vous ne tournez pas le volant, vous tombez dans le ravin. Et quand vous tombez dans le ravin, qu'est-ce qui vous arrive? De 10 km/h, vous passez à 500 km/h ou 1000 km/h. C'est ce qu'on appellera dans notre jargon d'optionnaire un saut de gamma. C'est-à-dire que vous avez, entre guillemets, quand on vous dit ce sont des bombes à retardement, oui, si vous lâchez le volant. Il faut bien comprendre que nous sommes dans une gestion avec les options où il ne faut jamais lâcher le volant, même quand elle est lente, entre guillemets. Parce que quelque part, un mauvais pilotage peut vous amener dans un désastre. Et souvent, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens disent oui, mais il y avait 50 000 positions et tout. C'est pas parce qu'il y en a une mauvaise que ça va tout foutre en l'air. Eh bien, avec la logique des options, une mauvaise option au mauvais endroit, au mauvais moment, et surtout non pilotée, peut effectivement amener des désastres. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. On n'est pas dans la logique du Delta One, c'est-à-dire qu'une seule malheureuse peut mettre le feu aux poudres. Alors vous allez me dire, oh là là, mais c'est très dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est de mal faire les choses. Et je crois que la grande problématique, et on le voit bien dans tous les accidents qu'il y a pu y avoir, qui sont permanents stigmatisés, c'est comme les crashs d'avions. On ne s'intéresse jamais aux milliers, aux millions d'avions qui arrivent bien tous les jours. C'est toute la problématique aussi des options et des dérivés. Les options, c'est Varan, Turbo. On en parle ici à l'actionnariat. Pour les particuliers, c'est CFD, Varan, Turbo. CFD, Varan, options. C'est tout ce qui paye une prime qui vous permet d'avoir le droit d'avoir un truc ou de ne pas l'avoir. Ou de le vendre ou de l'acheter. C'est-à-dire que tout ce qui est logique assurantielle sont des options. Alors il faut bien comprendre aussi qu'énormément de gens, quand ils font des produits structurés, vous êtes gavés d'options.
De même que quand vous avez de l'assurance vie, vous avez des actions et des obligations. Il y avait un homme politique dont je tairai le nom qui disait non, moi je ne suis ni actionnaire ni des obligations, j'ai de l'assurance vie. Mais monsieur, sachez que vous avez en fait un fonds de pension qui s'appelle